Bonjour, Yacine Kellache, manager des avant-ventes spécialisées chez Red Hat, et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par David. Bonjour, donc David Seguedi, avant-vente spécialiste sur l'offre cloud chez Red Hat. Donc aujourd'hui, on a pas mal de sujets à couvrir, donc on va vraiment prendre une vue un petit peu d'avion sur l'Open Hybrid Cloud, essayer de le définir, essayer de mapper certains produits chez Red Hat, certaines solutions, et on va descendre ensuite sur des fonctionnalités un peu plus précises. Puis effectivement, David, en introduction, on se disait, peut-être la pierre angulaire de toute cette présentation et cet échange, c'est la définition. Ouais. Parce qu'on parle d'Open Hybrid Cloud, on parle de stratégie, de vision, mais l'Open Hybrid Cloud ou l'Hybrid Cloud ou l'hybridation, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Red Hat? Bien sûr. Donc effectivement, déjà, peut-être, on va commencer par Open. On préfixe beaucoup de choses par Open chez Red Hat, mais bon, c'est pas pour rien. Open, c'est l'open source, c'est notre ADN, c'est notre façon de travailler, c'est également la culture de l'entreprise, notre forte implication dans les communautés qui nous permet d'être au cœur de l'innovation et de faire d'un projet communautaire un produit entreprise. Bien sûr, et je pense que c'est important que tu le précises parce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui est utilisé par beaucoup d'éditeurs. Donc nous on a cette légitimité-là qui vient de dizaines d'années de présence dans ces communautés-là. Donc c'est pas que du marketing, c'est aussi quelque chose qui est réel chez Red Hat. Clairement, puis c'est effectivement un fort différenciateur puisque chez nous, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais Red Hat n'a aucune propriété intellectuelle. Le code source, c'est le même. La sauce magique, on va dire, c'est l'industrialisation, l'assurance qualité et un fort accent sur la qualité et la sécurité des solutions entreprises que l'on vous fournit. Et c'est un des rares éditeurs à rendre du code propriétaire open source. Donc on a des exemples, à l'inverse de pas mal de sociétés qui rachètent de l'open source et l'intègrent en mode propriétaire, on fait l'inverse. Donc c'est assez atypique par rapport à l'industrie. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, maintenant, le côté hybride, donc pour nous, Red Hat, la vision et la stratégie Red Hat, l'hybride, c'est quoi? Le cloud hybride, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout l'objectif de pouvoir déplacer les workloads, vos applications, où vous le souhaitez, où vous voulez, quand vous en avez besoin. Donc pour des questions de réversibilité, de gestion de la gouvernance, potentiellement aussi des questions législatives. C'est des points qui sont quand même importants chez bon nombre de nos clients. Bien sûr, oui. En termes de gouvernance, en termes de compliance, en termes de sécurité, de l'industrie, de la banque. Donc on est forcément obligé à un moment donné de faire du débordement, qu'on soit d'accord avec ce principe ou pas. Donc on doit pouvoir se projeter sur des plateformes géographiques, sur des plateformes techniques différentes. Et donc on doit avoir cette capacité-là. Et on doit avoir cette capacité-là sans forcément être pieds et poings liés avec un fournisseur de cloud, parce qu'on a bien conscience qu'il y a des différences très tranchées entre un Amazon, un Google, un Azure. Donc comment on fait pour se découpler de cette problématique de couplage technique? Tout à fait. Et un point important, effectivement, quand on dit hybride cloud chez Red Hat, c'est important de le préciser dans cette introduction, cette définition. Pour nous, et par essence, c'est déjà deux clouds. Donc deux clouds privés, deux clouds publics, un mix privé-public, plusieurs clouds, mais en tout cas, ça démarre forcément sur cette partie-là. Et juste, du coup, parce que bon, c'est bien beau, cette stratégie, cette vision, mais David, ça apporte quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Quel est l'intérêt d'avoir un Open Hybrid Cloud? Alors c'est un bon point, parce que là, effectivement, on a une vue un peu globale de l'approche et de la définition. Concrètement, il y a des avantages qui sont à la fois opérationnels et à la fois business. Donc on va intéresser à la fois la partie Ops, à la fois la partie Dev, utilisateurs finaux, et par extension les vrais clients finaux des produits qui sont faits par l'entreprise. Donc le fondamental, évidemment, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est la résilience et la robustesse des plateformes qu'on met à disposition. Donc c'est ce qui nous différencie d'un éditeur classique. On a la maîtrise de l'operating system, on a la maîtrise des briques technologiques de haut en bas, donc on garantit cette sécurité et quelque part cette portabilité. C'est-à-dire que si on est compliant on-premise, on peut l'être off-premise sans remettre en cause tout son modèle de compliance. Donc les avantages techniques, ils sont importants pour les gens qui font la production. Maintenant, il faut qu'ils se concrétisent en avantage business. Donc l'avantage business, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord avoir une meilleure adoption des développeurs. Si on met une plateforme la plus à jour, la plus fiable possible, avec les dernières technologies de pointe, on va avoir plus de développeurs qui vont se porter sur ces plateformes, tout en gardant la maîtrise. C'est ça qui est important pour éviter le shadow IT. Et la finalité de ça, qu'est-ce que c'est? C'est de projeter une application au plus proche de l'utilisateur final, le plus rapidement possible et de la manière la plus flexible possible. Et souvent, parce que on le sait, c'est un point important chez bon nombre de nos clients, libérer le potentiel des développeurs. Les développeurs aujourd'hui, ils veulent de la liberté, de l'agilité, de la facilité. Entre guillemets, le sous-jacent, la complexité sous-jacente, c'est pas leur problème. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en compte, ne pas mettre d'un côté les avantages techniques et les avantages business et faire une alliance des deux. Et effectivement, on voit qu'il y a une multitude de clouds aujourd'hui
qui sont présents, des choix pléthoriques, ne serait-ce qu'au niveau Kubernetes, ne serait-ce qu'au niveau container as a service managé. Aujourd'hui, je suis patron informatique, je suis un DSI. Vers qui je me tourne? Alors, soit vers l'acteur avec qui je travaille historiquement, peut-être par facilité, mais sans qu'il y ait un biais technique, soit je dois instruire techniquement ce qui convient à mes développeurs. Donc c'est vraiment quelque chose de structurant, c'est vraiment quelque chose qui peut être stressant techniquement en termes de décision. Donc la vocation de Red Hat aussi, c'est d'avoir ce support hétérogène d'un plus grand nombre de plateformes possibles, de manière à ce que ce ne soit pas Red Hat qui impose de choix, qu'on soit plutôt là pour apporter de la valeur sur cette plateforme de passe-casse, mais de ne pas imposer des socles par rapport à d'autres, quand bien même on fasse partie du groupe IBM. Comment on fait, David? Comment on fait justement? C'est quoi les composants magiques, entre guillemets, de la plateforme Red Hat pour justement tendre vers ça ou arriver à obtenir ce résultat? Puisque on le sait tous, techniquement, ce n'est pas forcément trivial. Alors il y a deux fondamentaux et on sera surpris d'apprendre qu'un des fondamentaux est déjà bien connu de la plupart des clients, c'est le système d'exploitation. Aujourd'hui, un pilier lorsqu'on fait de la modernisation d'applications ou à minima de la portabilité vers le cloud public, c'est d'avoir la même expérience en termes de qualité de service et de support et donc de projeter ce système d'exploitation qu'on avait sur un serveur physique ou sur une VM sur le cloud public. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est réel et bien présent. Il y a une base installée réelle, pléthorique, qui est présente chez nos partenaires de cloud public. Donc ça, c'est déjà quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qu'il faut inscrire dans la stratégie, parce que de toute façon, le passage en 100% microservices par rapport à un environnement legacy, on sait tous que c'est quelque chose qui est peu réalisable. Donc on doit gérer cette transition-là. Maintenant, pour gérer une transition, il faut avoir une cible. Et pour avoir une cible, il faut avoir ce socle. Et ce socle, chez nous, effectivement, ça va être OpenShift, qui est notre plateforme de PaaS et de CaaS, donc plateforme as a service, container as a service basé sur Kubernetes, mais encore une fois, qui embarque un operating system. Qui est basé sur CoreOS, dérivé de RHEL. C'est un des différenciateurs majeurs par rapport à tous les éditeurs qui travaillent sur Kubernetes, que de faire cet alignement entre le monde legacy et le nouveau monde basé Kubernetes. Puis on entend d'ailleurs souvent que Kubernetes, c'est le Linux de demain. Et c'est vrai qu'on peut faire le parallèle. Il y a un gros changement de paradigme, mais là où Red Hat tire toute sa légitimité, comme tu l'as précisé, plus de 20 ans d'expérience sur Linux, et on transpose tout ce savoir-faire et cette expertise dans la solution Kubernetes OpenShift que l'on met à disposition, effectivement. Tout à fait. Et ce fait de dire que Kubernetes, c'est le Linux de demain, c'est valable aussi sur la partie orchestration. Et on le verra un petit peu plus loin dans la présentation. Qu'est-ce que ça a comme effet de bord pour gérer des applications, des workloads traditionnels? On en parlera un peu plus tard. Effectivement, maintenant, si on regarde un petit peu toute cette stratégie, qu'on descend un petit peu plus dans le détail d'un point de vue solution, on a bien compris, Red Hat Linux, OpenShift, mais là, je pense qu'il manque des briques, entre guillemets. Si on prend ne serait-ce que justement, bon, alors la plateforme OpenShift, on en a parlé, mais moi, en tout cas, ce que j'entends, ce que recherchent les clients, comme tu l'as dit, c'est d'être agnostique le plus possible. Donc aujourd'hui, OpenShift me permet d'être déployé sur quel type de plateforme sous-jacente, entre guillemets? Alors aujourd'hui, on n'a pas à se poser de questions parce que toutes les plateformes traditionnelles, serveurs, Z, même potentiellement sur du bare metal, sont éligibles. La virtualisation telle qu'on la connaît, le cloud public, donc tous les providers de cloud public, voire même des providers comme Alibaba, IBM Cloud, AWS, GCP, Azure. Donc on a une couverture qui aujourd'hui est quasiment exhaustive, parce qu'on a même certains clients qui, dans le cadre de mise en œuvre de cloud souverain, se rapprochent d'acteurs de cloud plutôt français. Donc on a cette capacité à se projeter sur n'importe quelle plateforme parce qu'on n'a pas ce couplage-là. Et d'ailleurs, avec les outils de déploiement qu'on met en œuvre, avec nos outils de gestion multi-cloud, sans vouloir entrer dans les détails, ça va apporter cette flexibilité de déploiement et de mise à jour qui est très profitable lorsqu'on a cette approche multi-cloud. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que la plateforme OpenShift, en fait, elle est auto-porteuse. Elle contient tous les services nécessaires, y compris son propre SDN. Donc la gestion de la sécurité, ce qu'on appelle la multi-tenancy, c'est déjà intégré en fait dans la solution. C'est ce qui nous permet d'ailleurs, et moi je vois un très très fort engouement de nos clients, nos partenaires, et même de l'écosystème Kubernetes en général, sur des déploiements ce qu'on appelle bare metal, sur des serveurs x86 et même, alors assez récemment, même si ça peut paraître assez paradoxal, sur du mainframe, c'est-à-dire sur des serveurs Z. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi? C'est quelque chose que je constate, parce qu'encore une fois, quand on pense portabilité application, on pense beaucoup cloud public, mais c'est aussi valable dans des contextes plus traditionnels. Imaginons par exemple une assurance qui fait l'acquisition de filiales ou de mutuelles, elle doit réincorporer des systèmes d'information. On n'est pas forcément dans une notion de cloud public, par contre,
problématique de portabilité, elle reste la même. Donc lorsqu'on récupère un existant hétérogène par rapport à son système d'information en place, ces bénéfices qu'on avait pour le cloud public, ils sont également applicables à ce type d'approche. C'est clair. Bon, et puis en même temps, si on prend l'extrême inverse, ce qu'on appelle le edge computing, déploiement at edge, un déploiement bare métal minimaliste sur un tout petit cluster, c'est intéressant pour le monde de l'industrie, de l'automobile par exemple. Des télécoms notamment. Exactement, tout à fait, oui. Pour pouvoir déporter au plus près des usages de la capacité de calcul, de traitement, de la donnée, et ne pas tout, comme on le faisait depuis 25 ans, entre guillemets, dans l'IT, tout centraliser. Ce monde-là, je pense, est complètement en train d'exploser, et les solutions comme OpenShift, architecturées autour de Kubernetes, apportent effectivement toute cette flexibilité. C'est un point intéressant parce que, à mon sens, ce use case de Edge, c'est vraiment ça qui fait un effet de balancier avec le cloud. C'est-à-dire qu'on était dans un mouvement de move to cloud massif, et ce use case de Edge, où on se rend compte, comme tu l'as dit, apporter du service de proximité. Alors aujourd'hui, dans des use cases telco, demain l'industrie, peut-être plus tard dans un milieu industrie, banque, finance plus traditionnel, c'est vraiment une tendance de fond. Et alors, bon, tout ça, c'est entre guillemets, on se met à la place des objections des clients auxquels on est confronté tous les jours et qu'on accompagne. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça veut dire multiplicité des clusters Kubernetes, oui. OpenShift, et du coup, explosion de la complexité de gestion, de la gestion opérationnelle de tout ça. Il manque une brique là. Complètement, je pense que autant il y a des acteurs aujourd'hui en PaaS et en CaaS qui ont des propositions de valeur qui sont cohérentes, et qui sont tout à fait solides, mais je pense que le différenciateur à l'avenir, ce sera vraiment la synergie, la glue entre ces différents clusters, ces différentes plateformes. Parce que sinon, on risque de basculer dans un monde siloté qui existait auparavant. Donc certes, on aura la même technologie. En revanche, c'est la capacité à fédérer des applications, à les déployer et à les placer au plus proche, pour rejoindre le cas d'usage qu'on citait tout à l'heure, on ne l'aura pas forcément. Donc cette intelligence-là, l'orchestrateur CaaS-PaaS, il est là pour durer. Maintenant, cette intelligence d'orchestration de plus haut niveau, elle va être portée par l'outil de gestion multi-cloud qui s'appelle effectivement Advanced Cluster Manager chez nous. D'accord, et c'est donc effectivement c'est cette brique qui nous permet de gérer tous ces clusters. Et dans un souci d'interopérabilité, entre guillemets, cette solution, en plus, comme tu l'as dit, on ne prêche pas que pour notre paroisse. Ouais. C'est important, on tient compte de l'existant, on tient compte des clients qui ont fait le choix Kubernetes et pas forcément uniquement OpenShift. Tout à fait, ouais. Et donc cette solution, c'est aussi interopéré avec entre guillemets, le reste des offres OpenShift, ou certaines en tout cas. Aujourd'hui, techniquement, elle s'est interfacée avec tout Kubernetes, et si l'on veut un support, dès lors que l'on est sur du Kubernetes managé sur les acteurs de cloud public majeurs, on est en support pour aller déployer des applications, pour aller monitorer, gérer un petit peu les objets qui sont déployés. Donc ce n'est pas que de l'OpenShift, c'est évidemment de l'OpenShift parce qu'on est chez Red Hat. Les anciens clients, les clients historiques qui sont en ancienne génération ne sont pas laissés pour compte parce qu'à partir de la version 3, on a cette capacité d'interfaçage et évidemment avec la 4, on a en plus cette capacité de déploiement et de gestion de cycle de vie. D'accord, mais très intéressant et en plus j'ai bien vu quand même sur la solution qu'on ajoute bien plus de fonctionnels que ça. C'est-à-dire qu'une visibilité est unifiée sur la gestion des coûts, la télémétrie associée, le monitoring, la gestion du cycle de vie des upgrades multi-clusters. Donc une solution quand même vraiment très intéressante et très complète. Complètement, oui. Et pour ajouter tout ça et compléter à tout ça, c'est un pan, on en a parlé tout à l'heure, des développeurs, libérer le potentiel des développeurs, donc toute la couche applicative justement, et tout l'écosystème Red Hat, tout l'écosystème OpenShift, j'imagine qu'il vient tout simplement et très logiquement compléter tout ça. Oui, alors dans ce contexte-là, Red Hat a appliqué une recette qui marche, qui est l'approche de catalogue, de marketplace, qui a fait le succès du cloud public. On va retrouver cette même approche pour l'intégration de composants techniques, d'infrastructures, pour l'intégration de composants middleware, voire même d'applications déjà packagées. Cloudera, par exemple, plateforme de big data, a fait le choix de packager son application au format opérateur Kubernetes sur la marketplace Red Hat. Donc ça, c'est un élément important. Red Hat n'est pas forcément là pour renverser la table. S'il y a des solutions qui sont fonctionnelles et qui font de l'adoption par rapport aux développeurs, on va les conserver. Ce qui change, par contre, fondamentalement, c'est que la manière dont on va déployer les applications va prendre également en compte les montées de version. Et la gestion de multi-environnement, c'est la notion d'opérateur Kubernetes qui est mise en œuvre, qui permet de faire ça. Et puis toute cette flexibilité qu'on apporte à notre écosystème. Effectivement, tu as cité Cloudera et je pense que c'est une solution qui est assez significative dans le sens où elle est très connue dans le monde de l'analytique, du big data, des clusters Hadoop. Et toute la version containerisée de cette solution aujourd'hui tire pleinement profit d'OpenShift puisqu'ils sont certifiés sur OpenShift. Et tout ce qui est déploiement on-premise, donc sur du cloud privé, c'est uniquement sur OpenShift. Et ça, c'est quand même
très significatif et intéressant. C'est vraiment le cas parce qu'OpenShift 4 a été la première plateforme à être certifiée par Cloudera pour la nouvelle offre CDP. Donc on s'attend à voir d'autres éditeurs aussi, à mesure qu'ils évoluent, comme la plupart des développeurs logiciels, vers cette approche microservice. Ils ont besoin de le packager, ils ont besoin de plateformes de référence. Et c'est vrai qu'OpenShift est déjà présent chez beaucoup de clients. On n'a pas évoqué les parts de marché, mais aujourd'hui, pour ce qui est du Kubernetes d'entreprise, avec un support, Red Hat a quand même une position qui est quand même très très forte et déjà un retour d'expérience chez beaucoup de clients. C'est pour ça que certains éditeurs, de manière très pragmatique, vont cibler la plateforme qui est présente chez le plus grand nombre de clients. Et puis l'intérêt à nouveau, c'est tout ce que font et que sont capables de faire les éditeurs. Tous les clients, pour leur développement en propre, sont capables d'utiliser et de capitaliser sur les mêmes technologies, c'est-à-dire d'avoir le même niveau de facilité de déploiement, de gestion de cycle de vie, au travers justement ce que tu disais, les opérateurs framework. Ils peuvent se l'appliquer à eux-mêmes et à nouveau, ça interopère parfaitement sur une solution, la solution OpenShift. C'est vrai, et puis pour terminer un peu sur ce point d'opérateur, ce qui est important, c'est que c'est vraiment l'idée d'offrir un maximum de choix aux développeurs. Un développeur qui a besoin de faire du MongoDB, qui a besoin de faire du Couchbase, plutôt que d'aller prendre une image non maîtrisée quelque part sur une registrie ou d'utiliser un service de cloud public, on peut se conformer aux standards de l'entreprise en termes de sécurité, en termes de production, mais garder cette flexibilité-là. Donc on garde le contrôle, on ne bride pas le développeur, parce qu'on sait que si on fait ça, il y a des phénomènes de shadow IT, voire même de rétention de développeurs au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de faire dans quelque société que ce soit. Mais il faut garder le contrôle. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes et c'est le fait de consommer ces services sous forme d'opérateur maîtrisé, certifié, permet d'en bénéficier. Parfait. Et pour compléter un petit peu tout ça, et puis assez rapidement, parce qu'on ne va pas pouvoir entre guillemets faire du deep dive technique aujourd'hui tous les deux, on sait qu'on adore ça l'un et l'autre, mais je te propose peut-être de balayer un petit peu entre guillemets, les fonctionnalités spécifiques marquantes ou assez annoncées récemment sur OpenShift. Tu nous as parlé tout à l'heure de la gestion multi-cluster. On a longuement parlé, mais si tu veux nous résumer un petit peu plus peut-être cette fonctionnalité précisément. Oui, bien sûr, Yacine. Je pense que c'est vraiment un élément structurant, comme je l'ai évoqué. C'est un produit qui, certes, est sorti chez Red Hat cet été, mais qui est présent historiquement depuis assez longtemps, parce qu'issu d'une technologie IBM appelée MCM. Donc, ce n'est pas un produit qui, entre guillemets, sort du chapeau Red Hat. Il a déjà une certaine expérience de gestion de multi-cluster Kubernetes, d'intégration avec Helm, etc., etc. Et il a trois fonctionnalités majeures. La première, c'est le déploiement et la gestion du cycle de vie des clusters, OpenShift. Ensuite, le monitoring, la gestion, la surveillance des clusters. Et c'est là qu'on va ouvrir le scope, le périmètre, vers des cubes managés sur le code public. Ça, c'est important parce qu'à un moment donné, on peut être très bien être dans une position où on veut déployer une application, la projeter sur du cloud public. On n'a pas encore d'OpenShift. On y travaille, mais l'OpenShift n'est pas encore déployé. On a cette portabilité parce qu'on est en Kubernetes. On peut en bénéficier grâce à ACM. Donc ACM va faire aussi une chose qui est extrêmement structurante, notamment en termes de sécurité, c'est s'assurer que les règles, les normes de sécurité, les standards sont appliqués de manière uniforme sur l'ensemble des clusters. Donc, très important pour l'industrie. Si je veux m'assurer que mes règles d'isolation multitenante réseau sont bien appliquées et qu'il n'y a pas de dérive, notion de drift, comme on l'appelle, eh bien tout ça va être pris en compte. Et vraiment toujours dans une approche GitOps où on va avoir une source de vérité unique qui va permettre de diffuser cette information sur l'ensemble des clusters. Et donc une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déployer des applications multi-clusters. Mais ce n'est pas simplement mirrorer une application, parce que ça c'est quelque chose qu'on sait déjà faire avec des technologies comme Argo CD notamment, d'aller prendre une application et de la mirrorer sur un autre cluster. Là, on va avoir une capacité de scheduler des applications multi-clusters. Et donc, au même titre qu'en Kubernetes, on sait aller scheduler sur un worker, sur un serveur, des conteneurs, eh bien, on va prendre un petit peu de hauteur et on va pouvoir aller projeter cette application. L'exemple du commerce électronique, j'ai besoin d'avoir beaucoup de front-end web parce que j'arrive en période de Noël pour mon site marchand. J'ai plus la place. Je déploie un OpenShift sur du cloud public. Et avec ACM, je vais pouvoir simplement par des notions de label dire toute cette notion de front-end web, je vais en priorité la déployer sur mon OpenShift, sur le cloud public. Chose très difficile à faire auparavant sans ce type d'outil. C'est clair et je pense que c'est effectivement l'un des points majeurs pour garantir justement l'hybridation. Sans ce type de composants et de capacité de management très transverse, la tâche est vraiment très très ardue. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un petit peu sur un point. Moi, ça, c'est vraiment
mon point de vue, c'est presque l'un des trucs les plus majeurs qui est arrivé sur OpenShift, c'est le fait que sur la plateforme OpenShift, tu peux maintenant mettre des VM et utiliser et même migrer des VM de ton existant, sur tes hyperviseurs existants, sur OpenShift, et au travers OpenShift, du coup, gérer tout ton écosystème, c'est-à-dire gérer toutes les applications, quelle que soit leur forme. Ça, je trouve ça assez énorme quand même. Oui, effectivement, c'est un game changer, on peut le dire. C'est vraiment quelque chose de structurant. Et en fait, ça vient d'un constat. On a beaucoup de clients aujourd'hui, OpenShift, en prod, sur tout type d'environnement. Et ce qui nous remonte souvent, lorsqu'on va regarder un petit peu ce qui est déployé sur les clusters, on leur pose la question, qu'est-ce qui freine le déploiement? Qu'est-ce qui freine la migration des applications? Qu'est-ce qui freine le lift and shift? Et souvent, ce qui remonte, très très souvent même, c'est « Ah, j'ai pu passer 80% de mon application en conteneur, en microservice, mais j'ai encore cette base de données qui reste derrière. Je la laisse sur mon hyperviseur traditionnel. C'est pas quelque chose qui m'arrange, qui me facilite la vie, mais je ne peux pas faire autrement parce que cette VM, je ne sais pas la transformer, ou en tout cas pas à un coût raisonnable ou pas dans un délai imparti. » Donc, partant de ce constat-là, effectivement, pourquoi ne pas prendre ce workload tel quel, le projeter sur OpenShift, de manière à faire cohabiter l'application. Et si elle est transformée à 70% microservices, c'est très bien. Et s'il en reste 30 en VM, c'est très bien aussi. La modernisation d'application, elle passe par des phases de palier, des phases de transition. Donc ça répond vraiment à ce cas d'usage-là. C'est ce facilitateur, amener des applications, le maximum de workload sur les plateformes. Puis pour rebondir sur le point que j'évoquais tout à l'heure, d'un point de vue économie, un déploiement justement d'OpenShift sur du bare metal, et ça c'est quand même assez unique cette capacité je trouve qu'a OpenShift. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on n'a pas besoin de virtualisation en dessous, que la virtualisation et le sous-jacent n'est rien d'autre qu'une machine physique. Donc un impact en termes de coût qui est immédiat. Effectivement, on est directement sur le bare metal, ce qui permet d'envisager des scénarios qu'on n'envisageait pas forcément auparavant, où on faisait cohabiter deux mondes. Pour les applications legacy, la Virtu Legacy, et puis un OpenShift dessus, ou à côté, ou en transverse. Là, on ne se pose plus forcément la question parce qu'on a cette capacité à se brancher à un vCenter, à se brancher à un KVM, d'aspirer ces VM en quelque sorte et les mettre sur la plateforme à disposition. Et je pense que le différenciateur majeur et le changement de paradigme, c'est qu'on va avoir maintenant des VM qui vont être manageables avec un orchestrateur Kubernetes, avec des sémantiques Kubernetes, des logiques Kubernetes, et ça change complètement la donne. Parce qu'on va gérer une VM avec un fichier YAML sur un Git en approche GitOps pure. Donc on n'y est pas encore, mais c'est vraiment la première brique qui permet d'aller vers cette cible. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose à suivre. Et on parlait tout à l'heure des développeurs, et on parlait de libérer le potentiel des développeurs. On sait aujourd'hui, les développeurs qui sont entre guillemets agiles, qui font du cloud native, c'est somme toute assez inefficace entre guillemets de les laisser travailler sur leur poste de travail ou d'un poste de développement qui est au sein de l'entreprise et qui est complètement standardisé. Donc on a sorti une solution qui s'appelle Code Ready Workspace. Si je schématise, c'est la dématérialisation du poste de travail. Et je pense qu'on a eu pas mal d'engouement. Je pense que tu as été confronté à pas mal de clients de par les événements récents, confinement, Covid, qui ont complètement adopté, plébiscité cette solution. Est-ce que tu peux juste schématiquement nous dire ce qu'elle leur apporte? En fait, concrètement, si on dispose d'une plateforme de pass, mais qu'on est hétérogène, donc on n'est pas allé assez loin au niveau des environnements de développement, ce qu'on appelle les IDE côté développeur, on a une solution clé en main. On est toujours dans cette logique que tu évoquais, d'avoir vraiment une plateforme autoportée avec tous les composants. Qu'on n'est pas là pour imposer, mais on est là pour répondre à des attentes de clients lorsque la solution n'est pas là. Donc typiquement, on peut déployer un OpenShift et simplement par le biais d'un portail web, offrir un IDE complet avec un même niveau de service que ce qu'on peut connaître sur un VS Code, typiquement pour un développeur. Donc vraiment un vrai niveau de service, un vrai IDE, ce n'est pas simplement quelque chose d'appoint. Et donc qui permet d'avoir une approche un petit peu VDI, où l'environnement de développement est déporté. Et puis surtout, côté prod, on maîtrise en termes d'environnement de développement, quels sont les plugins, quelles sont les intégrations qui sont faites, quels sont les runtime qui sont accessibles. Donc, toujours dans cette logique d'ouvrir le scope tout en gardant le contrôle, qui est un peu la philosophie Red Hat dans l'ensemble de la gamme. Et on peut ajouter à ça un gain de temps énorme, et surtout, on n'a plus l'effet, ça marche sur mon laptop et ça ne marche plus sur l'assurance qualité ou la prod, on a tous entendu ça. Là, avec cette solution, ça ne peut plus arriver. C'est le même environnement, et en plus, il est instancié à la demande, ce qui est quand même très très intéressant. Si on parle un petit peu des autres choses assez majeures, pour continuer sur les développeurs, on parle souvent de pipeline, de CI/CD,
on parle beaucoup d'agilité au sein de ces pipelines. Moi, je vois un gros changement chez bon nombre de clients où avant, on avait un pipeline d'intégration continue complètement monolithique, complètement externalisé. Il y avait un point d'entrée, un point de sortie et tous les développeurs devaient passer par là. J'ai l'impression que ça, c'est en train de complètement changer et qu'aujourd'hui, justement, la containerisation et OpenShift, de par tous les composants qu'il embarque, facilite énormément l'instanciation de ces pipelines un peu à la demande. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi chez bon nombre de clients ? C'est quelque chose qui apparaît de plus en plus, effectivement, parce qu'on passe un peu dans un mode d'environnement jetable ou à minima temporaire, où on a, comme tu l'as dit, un pipeline CI/CD d'intégration déploiement continu, un Jenkins, un GitLab qui est là en place, assez monolithique, avec des grosses contraintes, parce que potentiellement on passe en prod. Lorsqu'on va vouloir faire du dev ou de la QA sur des environnements plus temporaires, cette facilité de déployer aujourd'hui un Jenkins et demain un Tekton, qui sont les deux technologies qu'on embarque sur la plateforme, c'est des choses qui arrangent nos clients de manière fondamentale. Parce qu'effectivement, on n'impacte pas l'existant. On est toujours dans cette phase de transition où on a cette boîte à outils qui est disponible, on accompagne cette transition et on a cette modularité qui est permise par ces outils de pipelining. Tout à fait. Et effectivement, pour continuer un petit peu, à nouveau, les développeurs, effectivement, c'est une population qui est quand même très, très friande d'OpenShift. On parle beaucoup de serverless. Alors, si je caricature un peu, le gros avantage du serverless, c'est de pouvoir avoir une fonction ou, entre guillemets, un bout de programme, on va simplifier, que l'on peut instancier, mais de 0 à, entre guillemets, je ne vais pas dire l'infini, mais en tout cas hautement scalable. Et l'intérêt, c'est justement le côté zéro, c'est-à-dire que ça s'instancie à la demande et quand on en a besoin. Et ça, aujourd'hui, c'est maintenant disponible sur OpenShift, bien entendu, au travers la plateforme Kubernetes. Et c'est un gros gain également d'agilité, de flexibilité. Et je pense, tu as dû le constater, une demande de bon nombre de développeurs qui utilisent des fois ces technologies, mais dans des environnements un peu plus, entre guillemets, je ne vais pas dire cloisonnés, mais sur lesquels la portabilité n'était pas présente ou assurée. Complètement, effectivement, ces intégrations de serverless, on les trouve déjà historiquement sur des acteurs de cloud public, comme Google, pour ne pas le citer. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on est vraiment dans cette optique d'adoption. Certains développeurs n'ont pas forcément connaissance ou maîtrise de Kubernetes suffisante pour gérer le cas d'usage qui consiste à dire j'ai une application qui est scalable, auto-scalable, dynamiquement. Pour faire ça, il faut connaître un minima Kubernetes, savoir quelles métriques récupérer. Ce n'est pas forcément le boulot d'un développeur traditionnel. Clairement. Donc l'approche serverless, c'est de raisonner en mode application, en mode service, et de se baser sur des indicateurs applicatifs. Nombre de connexions, charge effectivement sur une base, et de ne pas forcément avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis au sens Kubernetes du terme. Donc ça, c'est cette approche serverless, et cette capacité à le projeter sur n'importe quelle plaque, sur n'importe quelle plateforme, parce que, rappelons-le, OpenShift est déployable sur n'importe quel type cloud public ou on-premise. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui. Très bien. Et pour compléter un petit peu la partie fonctionnelle, justement la gestion de la donnée dans tout ça, ou de services liés à la donnée, qu'est-ce qu'on fait sur OpenShift rapidement, David ? Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive dès lors que l'on a bien commencé la transition, on a commencé à moderniser ces applications. Donc on a beaucoup de ce qu'on appelle des applications stateless, il n'y a pas de résilience de données. Ça, c'est facile à faire. La plupart des gens l'ont fait, ou sont en train de le faire, ou l'ont déjà fait. La partie qui devient plus compliquée, c'est dès lors que l'on fait du stateful, avec de la donnée résiliente, des bases de données, ou de l'aspect transactionnel. Ça, c'est un petit peu moins facile à faire, et pour faire ça, on a besoin de services de données qui vont fournir cette résilience de data. Donc on a, au sein de Red Hat, deux composants dans l'offre. Un composant plutôt orienté infrastructure, qui est OpenShift Container Storage, qui va fournir tout type de classe de stockage dans un monde Kubernetes, n'importe quel type de volume, bloc, fichier, objet. Avec l'objet, on va aller un peu plus loin parce qu'on est capable de faire quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas possible sur le marché, qui est le fait d'avoir un espace objet, un bucket objet multiplaque géographique. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même jeu de données objet entre la France et les États-Unis, pour peu que l'on se repose sur cette solution OpenShift Container Storage. Avec ce qu'on appelle des mécanismes de réplication asynchrone et des choses comme ça, donc très orientées cloud native. Tout à fait, oui. Et le deuxième point, auquel on ne pense pas forcément, c'est que, au même titre qu'on disait tout à l'heure que le serverless va adresser certains développeurs qui n'ont pas trop envie de s'occuper de Kubernetes, on a aussi des problématiques d'intégration. C'est-à-dire que quand on va faire du data streaming, on n'est déjà plus dans Kubernetes. Quand on va faire du data grid ou ce genre de choses, on est vraiment sur la gestion de data applicative, décorrélée de la partie infrastructure. Les deux peuvent cohabiter, mais on adresse aussi ce pendant-là avec des offres techniques et des offres d'intégration également. Parfait. Écoute, merci beaucoup, David. Merci beaucoup pour toutes ces explications. En guise un petit peu de conclusion, effectivement, Red Hat, on a parlé d'open source, de culture, d'accompagnement. C'est quelque chose qui nous est très cher.
Je pense que nos clients, nos partenaires s'en aperçoivent au contact des rédacteurs, effectivement. Et sachez qu'on est là pour vous aider, vous accompagner et puis faire en sorte que tout ce qu'on vous a exposé aujourd'hui devienne tout simplement une réalité. Donc n'hésitez pas, capitalisez sur notre expertise et l'accompagnement qu'on peut vous offrir. Maintenant, je voulais juste, et en guise d'un petit peu de teasing pour tout ça, il y a un point qui est très important, c'est les utilisateurs. Quoi de mieux que des utilisateurs pour parler de tout ça? Donc juste après cette session, restez connectés, vous aurez Salomon, vous aurez Airbus, vous aurez différentes sociétés qui vont venir intervenir, Franprix, et puis même un ministère qui vous expliquera ce qu'ils font et ce qu'ils opèrent avec les solutions Red Hat. Et parfois, ils parlent de nos produits mieux que nous, donc n'hésitez pas à connecter aux sessions. Toujours. Donc merci David, et merci puis Yacine. Bonne fin de journée à tous. Merci à vous.